vous dire bonjour à tous et bienvenue pour la séance de lancement de ce projet Bioman. Alors, je tiens d'abord à remercier toutes les personnes qui se sont inscrites et je remercie encore plus celles qui sont venues, parce que ce qui est intéressant de voir dans les inscriptions pour la séance d'aujourd'hui, c'est qu'on avait beaucoup de personnes qui étaient inscrites et des profils qui étaient très variés. Des entreprises avec des activités de biomanufacturing qui développent des biothérapeutiques, des CDMO, des équipementiers, fournisseurs de services divers, du support stratégique, du support réglementaire. Donc vraiment, un peu tous les représentants qu'on peut s'attendre de voir participer dans ce genre de projet. Alors, le fait que vous soyez inscrits nombreux pour cette séance, pour nous, c'était encourageant pour la démarche qu'on soutient, puisque c'est un projet qui semble intéresser. Et donc, j'espère qu'au-delà de l'intérêt qu'il y avait dans la séance d'introduction d'aujourd'hui, cet intérêt ira plus loin et que certains d'entre vous nous emboîteront le pas dans des étapes concrètes du projet Bioman qu'on va vous exposer aujourd'hui. Alors, tout d'abord, un petit agenda. Pour ce kick-off, on a les 4 entités qui ont permis la construction du projet et qui vont intervenir successivement. Alors, tout d'abord, il y aura l'Agence du numérique qui est représentée par Jessica Miclot, qui est chef de projet Industrie du futur et qui vous parlera de l'intégration du projet Bioman dans la stratégie Industrie du futur. Ensuite, je prendrai la parole en tant que coordinateur du projet pour BioWin, donc, pour vous donner plus de détails sur l'initiative Bioman et son intégration dans la stratégie de BioWin. Ensuite interviendront les 2 partenaires du projet, le CETIC et Essentia. Donc Paul Van Abel pour le CETIC qui vous exposera les méthodologies de diagnostic et d'accompagnement digital qui seront mises en œuvre dans le cadre du projet. Ensuite, Martine Mand d'Essentia qui vous parlera de l'importance des enjeux de la digitalisation pour le secteur biopharma biotech. Et enfin, j'ai invité aussi Michael Brion de l'entreprise Takeda à venir vous parler de la roadmap digitale de l'entreprise Takeda, qui a été labellisée Factory of the Future en 2022. En fait, j'ai eu une discussion l'année dernière avec Takeda et c'est à ce moment-là qu'il m'est venu de leur demander de partager leur expérience et leur roadmap digitale avec vous. Parce que je pense que pour un kick-off comme celui-ci, c'est certainement un exemple très inspirant qui permettra effectivement d'officialiser le démarrage du projet. Et donc, en fin de session, il y aura une courte clôture avec quelques conclusions et des aspects un peu plus pratiques pour revoir comment le projet va être mis en œuvre par la suite. Voilà, donc ça c'était la petite intro, le petit agenda. Alors sans attendre, je vais essayer de départager mon écran, c'est fait je pense. Et donc je vais laisser Jessica prendre le pas et afficher sa présentation. Oui, merci beaucoup Thierry. Voilà comme ça fonctionne là. En tout cas, moi je vois ta présentation, oui. Pas en mode présentateur? Non. Il s'affiche, oui, un slide par slide, quoi. C'est ça. Ouais, c'est ça. Ok, parfait. Moi, j'ai une autre vue, mais c'est pas grave. Donc, voilà, un tout grand merci Thierry. Donc, comme Thierry l'a souligné, moi, je vais vraiment vous poser le cadre contextuel dans lequel s'inscrit le projet Bioman. Donc, ce cadre contextuel, c'est le programme régional Industrie du futur, qui vise donc les 2200 entreprises manufacturières du territoire wallon et que l'on cherche vraiment à soutenir dans leurs projets de transformation numérique pour qu'elles deviennent des industries 4.0. Alors, vous le verrez par la suite, mais ce programme donc, est piloté par l'Agence du numérique et donc j'en suis la pilote, mais il est également porté par un consortium de 38 partenaires et il s'adresse à 6 filières prioritaires dont la biotech et pharma en est une. Et donc, ce programme Industrie du futur qui est né, je veux dire, en 2020, fait partie intégrante de la stratégie numérique wallonne, plus connue sous le nom de Digital Wallonia. Avec le plan de relance wallon, on donne un nouveau regain à ce programme Industrie du futur puisque le gouvernement va octroyer 10 millions d'euros supplémentaires dans le cadre donc de ce PRW jusque 2024. Donc, c'est dire toute l'importance que la région wallonne accorde au secteur manufacturier. Alors, ces 38 partenaires que j'ai évoqués à l'instant, eh bien, il s'agit principalement donc, des fédérations sectorielles, des centres de recherche, des pôles de compétitivité, des clusters, des acteurs de développement économique, des centres de compétences et des partenaires financiers. Donc, vous voyez là
qu'autour de ce programme Industrie du futur, on a toute une série d'acteurs qui remplissent chacun des rôles distincts, que ce soit des rôles financiers, d'accompagnement, de formation, d'accompagnement des entreprises sur des volets plus innovants, technologiques, ou bien simplement d'animation aussi du secteur. Alors, en plus de ces acteurs, on a des axes d'action qui se traduisent sous la forme de 5 axes. Donc, ce programme, comme je l'ai dit, est piloté par l'agence numérique avec l'aide de 38 partenaires et ensemble, on doit viser certains objectifs que je vais expliquer par ailleurs. Et donc, l'axe gouvernance est vraiment très important puisque il y a ce programme Industrie du futur, mais il y a également toute une série d'autres actions connexes qu'il faut pouvoir rattacher au programme. On a un axe très important qui est la sensibilisation et l'accompagnement. Et là, on le verra que le programme Bioman s'inscrit véritablement dans cet axe. Donc, il s'agit de pouvoir convaincre les entreprises des opportunités du 4.0 et les accompagner tout au long de leur cheminement dans le développement de projets numériques sur leur chaîne de production. L'axe 3 s'adresse aussi aux compétences parce que bien entendu pour pouvoir intégrer des technologies et numériser des process, c'est vraiment très important aussi que l'humain soit au centre de ce dynamisme et puisse être formé, que les managers puissent être sensibilisés et qu'il y ait aussi des montées en puissance de certaines compétences et de certains talents. La connexion avec le secteur du numérique est bien entendu très importante pour que les entreprises puissent capter les dernières technologies de pointe. Et alors, la communication et l'inspiration pour redorer, je vais dire, l'image industrielle wallonne est vraiment importante également, notamment pour pouvoir attirer de nouveaux talents au sein des entreprises manufacturières. Alors, autour de ces 5 axes et avec cet écosystème de 38 partenaires, nous visons les indicateurs suivants. Donc, comme je vous l'ai dit, on a un périmètre, une cible de 2200 entreprises manufacturières. D'ici 2024, on aimerait pouvoir en sensibiliser 70% et accompagner 40%. À côté de cela, sur les 2200, on souhaite voir émerger d'ici 2024 de véritables entreprises championnes en industrie 4.0. Et le Graal, je veux dire, c'est de pouvoir en labelliser 10 de plus que celles qui sont existantes en Factory of the Future. On va entendre Takeda tout à l'heure. Voilà, si on pouvait d'ici 2024 avoir 10 Factories of the Future en plus, ce serait un très bon résultat pour le programme Industrie du futur. Alors, par rapport donc à Bioman, là je vais faire le lien avant de clôturer. Donc, comme je vous l'ai dit, il y a un axe sensibilisation, accompagnement, formation qui est quand même assez fort dans le programme. Et pour pouvoir soutenir nos partenaires, on a dédié une enveloppe d'1 600 000 € pour des projets assez impactants et conséquents pour le secteur. Et donc là, BioWin a remis offre et a été sélectionné parmi 4 projets pour pouvoir effectivement développer des actions dans la filière. Mais là, je vais laisser évidemment la main à Thierry pour vous expliquer ça en détail. Voilà, vous avez mes coordonnées. Je vous remercie pour votre attention et donc je relaisse la main à Thierry. Merci Jessica, donc je tente de reprendre la main. Je vais juste vous demander si ça fonctionne. Est-ce que vous voyez ma présentation? Oui. 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 Ok, ça marche. Donc, voilà. En fait, au cours de ce kick-off, je ne vais certainement pas prendre l'opportunité de vous représenter le pôle BioWin et toutes ses activités en détail. Je pense que la plupart d'entre vous nous connaissent.
Et pour certains, ce n'est probablement pas le cas. Et dans ce cas-là, je vous invite à soit me contacter ou mes collègues si vous voulez mieux connaître les activités du pôle BioWin. Mais ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est des priorités de BioWin. Donc, il faut savoir que le pôle a choisi 2 chantiers stratégiques sur lesquels on a choisi de mettre notre énergie en priorité pour la période 2020-2023. Alors, à droite, vous avez le chantier stratégique dont je ne vais pas parler en détail aujourd'hui, c'est faire de la Wallonie un champion en matière d'innovation santé. Et là, si vous avez envie de recevoir des détails, c'est ma collègue Marianne Guillot qui s'occupe de ce chantier. Alors, le deuxième chantier prioritaire, c'est la bioproduction, et donc il consiste à contribuer à accélérer le développement de la production industrielle de vaccins et de biomédicaments en Wallonie. Et donc là, effectivement, c'est moi qui suis en charge de ce dossier. Et vu qu'aujourd'hui j'ai une audience bien ciblée et que j'ai la chance de vous avoir tous autour de la table, entre guillemets, je vais en profiter pour faire un tour d'horizon rapide sur ce chantier stratégique bioproduction. Ça va me permettre de lui donner peut-être un peu plus de visibilité parmi vous, parce que je ne suis pas certain que tout le monde sache réellement ce que BioWin fait dans les détails, en particulier sur cette thématique. Alors, au niveau du contexte régional et des objectifs du pôle pour notre écosystème, donc l'origine de l'axe prioritaire bioproduction, ça remonte au savoir-faire historique de notre région, en termes de recherche, développement, production industrielle de produits pharmaceutiques. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est un contexte que chacun d'entre vous connaît certainement très bien et qui a construit au fil du temps, construit au fil du temps un atout majeur de notre région et qui fait que c'est un secteur qui est actuellement en forte croissance. Et de manière plus récente et même de manière naturelle en fonction de l'évolution des nouvelles approches thérapeutiques du secteur, on s'est dirigé de plus en plus vers les produits biothérapeutiques innovants. Je fais disparaître ceci parce que voilà. Donc les produits biothérapeutiques innovants avec toutes les activités de recherche, développement, production qui y sont associées. Alors ce qui est intéressant, c'est que malgré la petite taille de notre région, on peut trouver des approches thérapeutiques et technologiques qui sont vraiment extrêmement diversifiées dans le domaine biothérapeutique. Donc on a de la thérapie cellulaire, thérapie génique, des vecteurs viraux, des vaccins, de la phagothérapie, des exosomes, des anticorps monoclonaux. Bref, pour la taille de la région, c'est quand même très riche. Et donc, avec ces thérapies nouvelles, le constat, c'est qu'on voit arriver des nouveaux défis scientifiques et techniques qui induisent des gros remaniements de chaînes de valeur, et que ce soit au niveau du schéma de développement global ou au niveau des processus de production, les échelles de production, l'apparition de traitements personnalisés, des business models nouveaux, des nouvelles réglementations ou adaptations de réglementations. Et donc, vous connaissez tout ça sans doute mieux que moi. Et donc pour BioWin et sur base de nos missions et de ce fort potentiel au niveau de la région, on a pour ambition de contribuer à accélérer le développement et à stimuler l'innovation de ce secteur de la production industrielle de biomédicaments en Wallonie. Ça, c'est vraiment le cadre stratégique qu'il y a derrière notre ambition bioproduction. Alors derrière ce plan d'action, derrière ce chantier stratégique, il y a également un plan d'action qui est un plan d'action pour la période 2020-2023. Et donc je vais vous parler très rapidement des quelques points principaux. Tout d'abord, on a déjà commencé, mais on est toujours en cours d'élaboration d'un cadastre qui permet d'identifier et de caractériser les chaînes de valeur de ce secteur. Au niveau de la recherche, du développement, les CDMO, support, services associés, infrastructures, équipements, bref, une analyse SWOT et une identification surtout des chaînons manquants. Ensuite, on a tout un travail d'attraction de sociétés étrangères et d'accompagnement de nouveaux entrants, et leur intégration dans l'écosystème. Ça se fait en collaboration avec l'AWEX. Donc, pour plus de détails, vous pouvez toujours nous contacter. Je passe ici rapidement sur ces différents points. Alors, en termes de formation, on a lancé récemment un projet Urgence Talent, dont vous allez certainement bientôt entendre parler dans la presse aussi, qui est dans le cadre du plan régional Get Up Wallonia et Wallonie Compétences d'Avenir. C'est destiné à répondre aux besoins spécifiques et urgents de recrutement et de formation des métiers en pénurie dans l'écosystème biotech. C'est piloté par 6 entreprises de notre écosystème et c'est coordonné par BioWin, en particulier par Françoise Collery. Je pense qu'elle est en ligne et si vous avez envie de détails à ce sujet-là, vous pouvez contacter Françoise chez BioWin. Quatrième pan, c'est la recherche et l'innovation. Donc ça, c'est pas nouveau du tout chez BioWin, c'est les appels à projets collaboratifs que moi et ma collègue Marianne, on lance depuis déjà pas mal d'années, qui fait collaborer les entreprises et les unités de recherche. Alors, il faut savoir qu'en juin 2021, on avait lancé un appel à projet avec un spotlight digitalisation des bioprocédés. Donc c'était déjà une sorte de prémisse de Bioman. C'est un appel à projet qu'on avait lancé en collaboration avec l'Agence du numérique. Et de ce projet, on a eu maturation de plusieurs idées, mais un projet actuellement d'innovation digitale des procédés
a été déposé à la région Wallonne en 2022. Je n'en dis pas plus, c'est encore confidentiel. Vous le verrez apparaître dans nos news s'il est labellisé. Et enfin, dernier point sur le plan d'action bioproduction chez BioWin, c'était le club bioproduction. Je pense qu'il y a pas mal d'entre vous qui le connaissent. Ça a été créé en 2017 avec pour objectif de fédérer la communauté bioproduction wallonne grâce à des webinaires et des ateliers interactifs. Et donc, de manière à discuter et à discuter ensemble de défis et de challenges spécifiques communs à cette petite communauté. Le projet Bioman dont je vais vous parler maintenant, ce n'est jamais que la continuité un peu plus pointue du club bioproduction, continuité et avec des étapes qui vont un peu plus loin que simplement des webinaires et des ateliers. Donc, le projet, d'où est-ce qu'il est venu? L'objectif global de Bioman, c'est d'accélérer et d'intensifier la digitalisation des bioprocédés en Wallonie, mais ça, je pense que l'intervention de Jessica vous a déjà donné un bel avant-goût de ce que ça pouvait être. Alors, en 2021, il y a eu une analyse de la maturité de la digitalisation dans différentes filières. C'est une enquête qui avait été menée par l'Agence du numérique en collaboration avec PwC, Roland Berger et Gartner, et qui a permis d'identifier les principaux défis digitaux des différents secteurs manufacturiers au sens large. Et il y a des feuilles de route qui ont été établies, qui ont mis en évidence des besoins spécifiques à chaque secteur, ainsi que les mécanismes de soutien et les leviers à mettre en œuvre. Et Bioman, c'est une contribution à la mise à niveau numérique des entreprises concernées par le biomanufacturing, et c'est un focus au niveau de notre chantier stratégique, c'est la facette digitale de notre chantier stratégique bioproduction. Alors, pour rejoindre les éléments dont Jessica a parlé tout à l'heure au niveau de la démarche industrie du futur, on s'est inspiré de certaines recommandations qui ont été établies par les feuilles de route, avec donc pour objectif la mise à niveau numérique et 4 points principaux: la sensibilisation, diagnostic, accompagnement et besoins futurs en compétences. Alors, quelques mots sur chacun de ces points. Sensibiliser les entreprises aux bénéfices potentiels et à la nécessité de l'évolution digitale. Ça, c'est sensibiliser. Puis ensuite, faire un diagnostic digital pour les sociétés qui ont un intérêt pour la démarche digitale. Ensuite, aller plus loin avec certaines sociétés qui le souhaitent pour les accompagner dans l'élaboration de projets concrets de digitalisation. Donc, établir des feuilles de route, des cahiers des charges, etc., en étant centré sur certains aspects pointus de la digitalisation ou au contraire plus sur une digitalisation globale. Et là, on rejoint la démarche Factory of the Future dont Jessica vous a parlé. Et également, tout au long de ce projet, la collecte de données sur les besoins futurs en compétences techniques des sociétés qui sont actives en biomanufacturing, notamment avec le projet Master Plan Talent d'Essentia et le projet Urgence Talent de BioWin. Alors, je vais rentrer un peu plus dans le détail. Donc, on est vraiment dans le projet ici. Je vais rentrer dans plus de détails pour la première étape, qui est l'étape de sensibilisation. Dans la partie de gauche, ce sont les objectifs qui sont poursuivis dans cette étape. C'est tout d'abord contribuer à démystifier la digitalisation en espérant pouvoir influencer un peu d'éventuels préjugés et des appréhensions qu'on sait qui existent, aussi bien au niveau des équipes de management que des équipes opérationnelles dans nos sociétés. C'est une réalité, ça c'est l'enquête l'a révélé. Donc l'idée, c'est de mettre en avant aussi bien les potentiels que la nécessité d'adopter une démarche digitale innovante pour les sociétés biomanufacturières qui veulent rester dans la compétitivité. Je pense que la démonstration n'est plus vraiment à faire, comme quoi le digital, sous différents aspects, devient une nécessité de plus en plus criante. Alors il y a toute une série d'aspects de la digitalisation qui pourront être abordés dans les ateliers de sensibilisation. C'est aussi bien au niveau des bioprocédés, le design, l'optimisation, monitoring, modeling des procédés, contrôle qualité, automatisation, robotisation, dans l'information, les jumeaux numériques, la réalité virtuelle et augmentée, les aspects digitaux dans la maintenance, enfin bref, toute une série de sujets qui font globalement, qui apportent globalement des aspects digitaux dans le manufacturing. Et alors, je tiens également à souligner sur ce troisième point en bas à gauche, ce que Jessica a déjà mentionné, c'est qu'il faut bien que vous vous rendiez compte qu'il y a un fort support de la politique économique régionale pour le numérique. Le plan de relance dont Jessica a parlé tout à l'heure, dont l'axe 3 est d'intensifier la digitalisation des entreprises, mais également la Smart Specialization, avec plusieurs domaines d'innovation stratégique, dont un est l'innovation pour des procédés de conception et de production agiles et sûrs. Et dans ce domaine d'innovation stratégique, je vous passe les détails, mais il y a des initiatives d'innovation stratégique et plusieurs de ces initiatives de ce DIS3 rejoignent directement le projet Bioman et la digitalisation des procédés.
Alors, dans la partie de droite, ce sont les actions pour cette sensibilisation. Tout d'abord, ce kick-off inspirant avec l'intervention de Takeda, Factory of the Future. C'est la mise en bouche. Ensuite, reprise des activités du club bioproduction avec de nouveaux webinaires et ateliers thématiques, mais cette fois-ci avec un focus purement digital. Il y a déjà eu plusieurs ateliers digitaux depuis 2017, mais cette fois-ci, maintenant, on met vraiment le focus là-dessus. L'objectif, c'est d'organiser 6 sessions sur les 2 années que durera le projet, et avec pour objectif de sensibiliser au minimum une trentaine d'entreprises de notre secteur. Donc, on en a déjà quelques-unes qui sont présentes aujourd'hui. J'espère que ça en sensibilisera certains d'entre vous. Alors, en termes d'inspiration pour ces webinaires et des thématiques, donc les besoins et les défis qui seront abordés, ce sera d'une part sur base de la veille des connaissances des partenaires du projet Bioman, donc l'Agence du numérique, le CETIC, Essentia, BioWin. On va donner notre input par rapport aux thématiques à aborder. Également certains partenariats que le pôle établit avec des entités de conseil, mais également ce sur quoi on compte beaucoup, ce sont des remontées du terrain. Donc c'est vous en fait. J'espère que vous allez nous donner, nous confier et nous faire part de certains challenges et défis dont vous avez envie qu'on débatte dans ce petit groupe Bioman. Donc ça, c'est pour l'étape de sensibilisation, donc une trentaine d'entreprises. Alors, les deuxième et troisième étapes, je vais en parler de manière beaucoup plus light parce que dans l'intervention qui vient juste après de Paul Van Abel, il va vous expliquer en détail en quoi ces 2 étapes consistent. Donc, tout d'abord, donc sur cette slide, l'objectif du diagnostic digital, c'est d'identifier des candidats biomanufacturiers qui souhaitent faire un premier pas dans la direction du digital. Et donc, aujourd'hui, en fin de séance, déjà, on fera un appel à manifestation d'intérêt et ce sera répété au moment de chaque session thématique. Et donc, l'équipe Bioman réalisera éventuellement une sélection parmi les entreprises qui sont candidates à ce diagnostic digital, puisque, et ça c'est important de le savoir, le projet a prévu et a pour budget d'offrir un diagnostic à maximum 10 entreprises. Donc, les candidats qui seront sélectionnés devront s'engager dans ce diagnostic qui a pour but d'analyser la pertinence d'entreprendre une démarche de digitalisation plus poussée avec l'équipe Bioman. Et donc, comme je le disais, Paul va vous présenter la méthodologie qui est envisagée, une méthodologie qui s'appelle Made Different et qui a été construite par Ciris et Agoria. Point, donc qui sera également abordé avec plus de détails par Paul, et donc je vais passer également rapidement dessus. Donc c'est qu'au terme du diagnostic, le projet Bioman prévoit de retenir au maximum 4 entreprises pour l'étape suivante, c'est-à-dire un accompagnement personnalisé pour établir un plan d'action digital. Il s'agira alors de sélectionner des use cases pertinents qui ont de bonnes chances d'aboutir, et sur base de l'identification et de l'évaluation des manquements initiaux, un plan d'action sera établi avec les entreprises choisies. Et la méthodologie envisagée ici, c'est de nouveau la continuité de Made Different. Et en aboutissement de tout ça, comme le disait déjà Jessica tout à l'heure, on peut rêver à une labellisation Factory of the Future de certaines entreprises qu'on aura accompagnées. Donc voilà, en termes de mon intervention, c'est ce que je voulais vous dire par rapport au projet Bioman. Donc plus de détails sur les deux dernières étapes dont je vous ai parlé rapidement, maintenant avec Paul, à qui je passe la main pour son intervention. Donc je te laisse la main, Paul. Merci. Voilà, mon écran est bien partagé. En ce qui me concerne, oui. Oui, parfait. Voilà. Merci Thierry pour cette introduction. Je pense que tu as bien posé le cadre. Donc ici, moi, je vais plutôt essayer de rentrer dans le détail de ce scan de maturité numérique. Tout d'abord, je vais représenter un peu le CETIC, parce que c'est un centre de recherche bien connu, mais sans doute pas connu de tous. Donc le CETIC, c'est le Centre d'excellence en technologie de l'information et communication. Nous sommes basés sur l'aéroport de Charleroi, près de BioWin et près du Bioparc. Nous sommes un centre de recherche agréé en informatique et actuellement nous avons des thèmes d'innovation que nous développons. Il s'agit de l'intelligence artificielle, la cybersécurité, les systèmes autonomes. Ces thèmes d'innovation, c'est comme
vous avez tous deux déjà présenté. C'est pour s'aligner aussi sur la S3, donc c'est la stratégie de recherche et d'innovation de la région wallonne. C'est aussi pour s'aligner sur la roadmap européenne en termes d'innovation. Ces thèmes d'innovation, nous, on va pouvoir les appliquer dans différents domaines. C'est cross-sectoriel au niveau du manufacturing, transport, mobilité, etc. Et au niveau du CETIC, on développe des expertises en relation avec ces thèmes d'innovation et on part de tout ce qui est IoT jusqu'à l'intelligence artificielle, l'analyse de données, les algorithmes d'optimisation combinatoire et la gestion de systèmes complexes. Vraiment, c'est particulier. Ces expertises, on va pouvoir les acquérir grâce à des projets de recherche financés, de la recherche appliquée, et ces connaissances, on va les transférer, c'est le but du centre de recherche, les transférer au centre, aux sociétés wallonnes. Et une de ces missions, c'est pour fournir de la guidance technologique, du soutien à l'innovation et des audits techniques. Et c'est finalement dans ce cadre-là que depuis plus d'1 an, nous sommes partenaires aussi de l'Agence du numérique et du programme Industrie du futur, où nous sommes experts en transformation digitale. Alors, on parlait de cet outil, de ce scan de maturité numérique, cette évaluation de maturité numérique. Je reposais un peu le cadre bien connu. On sait tous qu'on est dans un mouvement, cette transformation digitale qui va au mieux une industrie 3.0 vers une industrie 4.0. On parle même déjà d'industrie 5.0. Moi, j'aime bien personnellement le terme industrie du futur. C'est quelque chose d'un peu plus flottant et moins borné, finalement. Aussi qualifier cette transformation au niveau des entreprises par différents niveaux de maturité. Donc c'est une classification un peu plus fine. On va avoir finalement une unité de production qui n'est pas du tout digitalisée, qui fait encore beaucoup de choses avec du papier, avec une entreprise qui aura des îlots de digitalisation, une entreprise qui sera beaucoup plus automatisée, connectée, intégrée. Et puis on va avoir un peu déjà le futur avec une entreprise qui va utiliser ces données pour pouvoir qualifier en temps réel l'état de la production. Et puis ça, c'est peut-être la licorne, il doit avoir quelques exemples dans le monde. C'est l'entreprise qui est complètement connectée, automatisée, optimisée, autonomisée. Voilà, pour évaluer finalement... Ah oui, pardon, j'ai oublié. Pourquoi tout ça? Je pense que tu as déjà évoqué aussi ce point-là, c'est pourquoi digitaliser. Mais il y a plein de raisons à ça, c'est pour mieux produire, pour produire plus vite, pour améliorer la qualité, donc l'attractivité aussi des entreprises, pour attirer de nouveaux talents par rapport à la compétitivité. Et aussi d'autres choses comme diminuer la pénibilité de certaines tâches par exemple, ou réduire le time to market. Donc pour évaluer cette maturité numérique des entreprises, on va utiliser des outils d'évaluation de maturité numérique. Il en existe beaucoup, mais dans le cadre du programme Industrie du futur, nous utilisons effectivement la méthodologie Made Different qui a été créée par Cyrus et Agorien. Alors, qu'est-ce que c'est que cette méthodologie Made Different? Elle est basée sur 7 axes de transformation. C'est une méthodologie qui est assez large. Je vais y revenir. Donc on voit d'abord des piliers qui s'intéressent aux outils de production, à la manière dont ces outils sont utilisés, est-ce qu'ils sont nouveaux, est-ce qu'ils sont pleinement utilisés. On va avoir un pilier sur le smart manufacturing qui va un peu regarder l'organisation du floor shop, des outils de digitalisation, des piliers de digitalisation du procédé, mais aussi de toute la chaîne de valeur, au niveau supply chain jusqu'à la prise en compte des besoins clients, et comment tout cela est intégré pour le développement du produit. On a un pilier Network Factory. Là, c'est vraiment regarder un peu l'entreprise, comment elle se positionne dans son écosystème avec ses fournisseurs, comment elle peut valoriser certains produits secondaires, certains déchets, ses partenariats avec les entités de recherche, centres de recherche, universités, avec les pôles de compétitivité, etc., etc. Il reste 2 piliers, l'Human Centered Organization. Alors ça ne sert à rien finalement de faire de la digitalisation si on ne prend pas en compte l'humain, tout ce qui est formation à ces nouveaux outils, et mais aussi tout ce qui est changement de responsabilisation, de responsabilité par rapport à cette évolution au niveau de la chaîne de production.
Un dernier pilier, non des moindres, c'est l'éco-factory. Donc, c'est vérifier finalement la durabilité, la prise en compte de la durabilité dans la fabrication des produits, l'efficacité énergétique du procédé de fabrication, et tout cela dans un contexte de lutte contre le changement climatique. Donc, on a 7 axes de transformation. C'est une analyse vraiment 360 degrés. Pour chaque pilier, on va avoir différentes assertions, différents KPI. Et pour chaque assertion KPI, on va avoir 5 niveaux de maturité. Donc ici, j'ai pris quelques petits exemples inspirants. L'usine connectée, donc les entités de l'atelier sont connectées pour permettre l'échange de données. Mais donc, on retrouve la classification de tout à l'heure sur l'usine qui n'est pas connectée du tout à celle qui est super connectée. Donc ici, par rapport à cet échange de données entre les entités de l'atelier, il y a peu de choses qui sont faites éventuellement via une clé USB. À l'inverse, les entités de l'atelier sont toutes connectées et sont gérées par un MES. Et au-delà de ça, on a quelque chose de plus connecté, de plus ouvert, avec des données standardisées. Et il devient alors facile d'intégrer une nouvelle entité dans cet écosystème. Deuxième exemple, c'est le suivi en temps réel. Les données de production obtenues en temps réel sont utilisées pour l'optimisation et la prise de décision. Bien, de nouveau, il y a très peu de choses qui se font. 4, 5, on va commencer à utiliser, donc ici 3 c'est tout ce qui est BI, et 4 on va commencer à utiliser du machine learning, de l'intelligence artificielle, et 5 c'est vraiment toute l'entreprise qui est gérée de cette manière. Donc là, pour ces différentes assertions, on va pouvoir chaque fois cocher différents niveaux. Et au final, dans les résultats, on va pouvoir obtenir un graphe de résultats sur les différents piliers pour voir où on se situe. Et donc, j'insiste, finalement, cet outil, c'est pas pour le plaisir de remplir ce questionnaire, ça sert à une base de discussion pour élaborer finalement un plan d'action, une roadmap stratégique de digitalisation. Donc, on va pouvoir aller voir les piliers les plus faibles et ensuite aller voir pourquoi c'est plus faible, est-ce qu'il y a moyen d'améliorer, de répondre à certaines questions sur ces sujets-là. Enfin, ce serait pas mal finalement au bout du projet Bioman, mais d'avoir sondé plusieurs entreprises biomanufacturières, d'avoir une courbe moyenne, et chacune, finalement, pourrait se situer par rapport à cette courbe moyenne. J'ai oublié de dire ici flexible, l'outil est flexible, c'est vrai que toutes les entreprises sont un peu différentes, et donc il faut toujours, et initialement, l'outil, le scan de maturité numérique est dédié à toute entreprise manufacturière, du fabricant de sabots au fabricant d'avions, donc il faut pouvoir s'adapter, et il y a toujours moyen de répondre aux questions en se projetant un peu dans ces assertions. L'outil aussi est adaptable et se veut être aussi adapté dans le cadre du projet Bioman, parce que c'est vrai, il y a quand même des spécificités au secteur biomanufacturier, donc une production spécifique, des unités de qualité, de validation, une maintenance. Donc on a clairement, concrètement, une idée pour investiguer un petit peu plus la digitalisation sur ce type de procédé. Et ça va être mis en œuvre bientôt. Donc, oui, il me reste à vous dire, oui, donc la courbe orange, finalement, c'est la ligne des 80%. La ligne des 80%, c'est ce qui nous sert finalement à pouvoir labelliser une entreprise Factory of the Future. Mais donc, ce n'est pas l'objectif du projet Bioman. Ici, le projet Bioman, c'est vraiment de stimuler la digitalisation au niveau des entreprises biomanufacturières. Et vraiment, il y a cette cerise sur le gâteau, cette possibilité de se faire labelliser en fin de process. Voilà, je pense avoir tout dit, si ce n'est que je vous invite cordialement à participer à cette initiative, et donc à vous faire évaluer au niveau de l'outil de production. Voilà, je te repasse la main, Thierry. Oui, super. Écoute, un grand merci, Paul, pour tous ces détails. Je pense que maintenant, les participants peuvent y voir un peu plus clair dans ce qu'il y a derrière ce projet. Donc maintenant, je vais passer la parole à Marc Tillemans de la Fédération Essentia
Donc, comme je le disais tout à l'heure, pour nous parler de l'importance des enjeux de la digitalisation pour le secteur biotech pharma. Donc, voilà, Marc, je te laisse prendre la main. Ok, ça marche. Voilà, ouais, merci Thierry. Donc ici, je vais revenir sur... Est-ce que vous voyez ma présentation? Oui, oui, on la voit. Enfin, en tout cas, je la vois. Donc, j'imagine que les autres également. Voilà, donc je vais revenir aussi par rapport à certains éléments qui ont déjà été abordés par Thierry, Jessica et Paul sur l'importance des enjeux de la digitalisation pour le secteur des biotech, biopharma. C'est clair que l'innovation, l'optimisation de nos procédés, l'optimisation de l'utilisation des ressources, que ce soit des matières premières, que ce soit de l'énergie, sont vraiment au cœur déjà des préoccupations des entreprises manufacturières. L'idée, c'est vraiment de produire mieux, de produire différemment, justement avec un impact réduit, que ce soit en matière d'utilisation des ressources ou, comme je l'ai dit, de l'énergie. Et c'est clair ici que l'utilisation de ces technologies digitales, de cette transformation numérique, peut rencontrer ses besoins et ses défis d'optimisation, que ce soit par rapport à l'utilisation d'intelligence artificielle, les jumeaux numériques, l'automatisation, l'utilisation de cobots de réalité virtuelle, etc. Et donc, c'est vraiment un enjeu essentiel par rapport à la compétitivité de notre activité et également l'ancrage manufacturier et industriel au niveau de la Wallonie. Alors, ces technologies digitales, on va pouvoir les retrouver à toute une série d'étapes de processus de biomanufacturing, que ce soit au niveau de la production, par rapport à l'optimisation, bien évidemment, le contrôle de la qualité, que ce soit au niveau du planning, au niveau également du flux de matière, que ce soit au niveau de la maintenance par rapport à tous les avantages que peut apporter cette technologie en matière de maintenance prédictive, que ce soit également en matière d'engineering, que ce soit par rapport à la conception ou l'optimisation des procédés. Également, comme je l'ai dit, par rapport à l'environnement, par un usage vraiment le plus rationnel en matière notamment d'énergie. Alors bien évidemment, ça permet également de libérer les tâches humaines sur des valeurs qui ont le plus de valeur ajoutée, notamment par la mise en place de l'automatisation. Alors, on a déjà parlé, il y a un certain nombre de challenges qui sont propres au secteur biomanufacturing, que ce soit par rapport à la complexité propre des procédés de fabrication, mais également par rapport au contexte régulatoire qui peut effectivement ne pas permettre cette agilité ou en tout cas cette mise en place rapide de ces technologies digitales, dû au fait qu'il faut toujours s'inscrire dans un contexte régulatoire, que ce soit par rapport à des demandes d'autorisation ou des dossiers qui sont enregistrés. Alors, si on regarde la maturité un petit peu du secteur des sciences de la vie, ici j'ai repris une analyse qui a été faite par Deloitte, on voit que quelque part, le secteur des sciences de la vie est relativement en retard par rapport à d'autres secteurs, que ce soit secteur manufacturier ou d'autres secteurs. C'est également été identifié par l'étude Berger. Et donc là également, c'est le défi par rapport au secteur des sciences de la vie, du manufacturing, de rattraper cette matière. Également, un énorme enjeu au niveau des talents, puisque en fait l'humain sera vraiment au centre de cette transformation digitale, que ce soit par rapport à la conception de ces solutions, que ce soit par rapport à la mise en place ou l'utilisation de ces compétences au sein des entreprises. Et donc, également, ça nécessitera une stratégie d'upskilling et de reskilling des compétences, que ce soit par rapport à permettre au personnel d'adopter de nouvelles compétences qui seront nécessaires par rapport à ces nouvelles fonctions, ou que ce soit par rapport à ces nouveaux métiers qui seront créés au sein des entreprises. Alors, ces nouvelles fonctions et ces nouvelles compétences auront également un impact sur l'écosystème d'enseignement-formation, puisqu'il y aura la nécessité de nouvelles filières au niveau de l'enseignement, de nouvelles méthodes d'apprentissage, que ce soit par rapport à de commencer à être
à pouvoir utiliser la réalité virtuelle, les jumeaux numériques, l'utilisation de ces nouvelles méthodes au sein de l'enseignement. C'est un enjeu, et ça a déjà également été dit, en termes d'attractivité des talents, que ce soit pour atterrir ces talents dans nos entreprises, mais également par rapport à l'image du secteur en matière d'innovation, un secteur qui est toujours à la pointe. C'est également un point important de notre stratégie qui a été mis en place au niveau d'Essentia Wallonie, au niveau de notre master plan talent. Voilà, je serai bref. Je pense ici vraiment qu'il y a que cette transformation digitale est vraiment un atout pour nos entreprises, pour notre activité biomanufacturing. Et donc voilà, je vous invite également à suivre toutes les activités qui auront lieu dans le cadre de ce projet Bioman. Merci. Merci à toi, Marc, pour cette présentation. Donc, sans plus attendre, on va peut-être passer à la dernière, qui est la plus concrète. Hein. C'est l'intervention de Michael Brion de Takeda pour nous parler de la roadmap digitale inspirante qui a été labellisée Factory of the Future en 2022. Donc voilà, Michael, je te laisse la parole. D'accord, merci. J'espère que vous m'entendez. On t'entend. Et pour la présentation, on la voit. Présentation. Donc, alors, je m'excuse déjà parce que Proximus a décidé de faire des travaux juste dans ma rue. Donc, si vous entendez du bruit, c'est les travaux de fibre optique, l'installation fibre optique. Digital toujours, donc ça c'est déjà ça. Donc, merci pour l'invitation, tout d'abord. Donc, je me présente peut-être, Michael Brion. Je suis le Head Digital et Innovation à l'ESIM, Takeda l'ESIM. J'ai un ou deux slides sur Takeda, donc je vais pas introduire la société Takeda tout de suite. Donc, la présentation ici est évidemment axée sur la partie transformation digitale de Takeda l'ESIM. Mais avant de plonger dans le sujet, je pense que en tant qu'entreprise, et donc du coup je vais faire le lien peut-être aussi avec avec Marc, etc. Mais je voulais mentionner que Takeda faisait partie d'un groupe qui s'appelle bio.be, qui regroupe plusieurs entreprises pharmaceutiques belges, comme on le voit ici, donc GSK, UCB, on en a déjà un peu parlé, mais aussi Sanofi ou Lonza par exemple. Et donc, je voulais commencer par ce slide-là, parce que justement, le fait d'avoir autant d'entreprises pharmaceutiques en Belgique, d'être un si petit pays, on va dire, d'un point de vue superficie, justement permet ce type de collaboration, ce type d'échange entre les entreprises. Et justement, je pense qu'une des clés pour faire justement la Belgique le roi de la partie biotech, ce sera de s'inspirer les uns les autres. Alors, on a évidemment des fournisseurs qui nous amènent des compétences ou des technologies, mais on peut s'inspirer aussi d'autres entre entreprises. Et le but de bio.be, c'est vraiment ça, c'est vraiment s'inspirer des bonnes pratiques ou des nouvelles technologies qui sont en cours de déploiement, peut-être des proof of concept qui sont en déploiement. Et donc, je voulais commencer ma présentation par rapport à ça en disant qu'on ne peut qu'aller plus loin qu'en s'inspirant et en collaborant même avec d'autres entreprises du monde biotech belge. Donc, je ne vais pas rentrer beaucoup plus dans les détails de bio.be, mais si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à revenir par exemple vers Marc pour avoir plus d'informations. Donc voilà, donc je voulais commencer par ça, c'était un peu le monde autour de Takeda. Et Takeda maintenant, évidemment, c'est une entreprise pharmaceutique belge située à l'ESIM. Elle a été fondée il y a déjà plus de 200 ans. Et la vocation, c'est vraiment de trouver des traitements pour... Je m'entends. Donc, le traitement... Ouais, je ne sais pas s'il y a une nouvelle personne qui vient d'arriver qui peut se mettre juste en mute. Et donc, des traitements susceptibles d'améliorer la vie de patients, et notamment ici à l'ESIM, c'est aussi des traitements pour des personnes qui sont atteintes de maladies rares.
donc ils n'ont pas forcément l'occasion d'avoir des médicaments qui sont déjà facilement accessibles ou même produits. Donc ici, Takeda est divisé en plusieurs branches. Je ne vais pas rentrer forcément dans les détails de chacune des branches, mais il faut savoir que l'ESIN est situé dans la branche médicaments dérivés du plasma et aussi maladies rares. Donc c'est un peu les deux branches. Et donc il faut savoir qu'à l'ESIN, on est plus ou moins 1300 personnes sur le site de Takeda l'ESIN. Et des opérations de 24 heures, 7 jours sur 7. Et on a différents objectifs, alors en termes de digitalisation, mais pas que. On a aussi des objectifs en termes d'écologie. Donc on est carbone neutral et on vise des carbone zéro par 2030. Et par zéro, on parle souvent aussi de carbone, réduction des CO2, mais on oublie parfois peut-être aussi de recycler, notamment l'eau. Et donc, on a installé ici dernièrement une unité de recyclage d'eau et on recycle 90% de l'entièreté de nos consommations d'eau. Donc, tout ça est recyclé et réinjecté dans le process. Donc, ça équivaut, juste pour donner une idée, à la consommation d'eau de toute la ville de Lessines sur une année. Donc voilà, donc ça c'est pour brosser un peu le portrait de Takeda Lessines. Et juste passer directement à la transformation digitale. Donc, encore une fois, avant de rentrer dans la transformation digitale, il y a deux éléments que j'aimerais noter. Le premier, c'est qu'avant de faire de la transformation digitale, je pense qu'il y a des prérequis à avoir en termes, on va dire, je vais appeler de fondation IT et de fondation aussi de lean manufacturing. Donc, avant même de réfléchir à mettre, entre guillemets, du digital pour résoudre un problème, je pense qu'il est important de voir si le problème n'est peut-être pas un peu plus structurel ou si le problème ne peut simplement pas être soit éliminé à l'aide du lean manufacturing ou par exemple externalisé vers, encore une fois, via le principe lean manufacturing. Donc le digital est un peu le buzzword pour l'instant, mais tout ne doit pas forcément être résolu avec du digital. Donc il faut vraiment voilà, faire la part des choses et choisir les bons outils pour les bons problèmes. Donc en termes de transformation digitale, donc évidemment, le premier objectif, c'est de faciliter la croissance ici de l'entreprise en termes de productivité. C'est aussi une genre de vitrine pour Takeda Lessines. Donc si je nous remets par rapport à la compétition même à l'intérieur de Takeda, puisque ça permet de faire venir des investissements de la part de Takeda Corporate. Donc ça, c'est vraiment les premiers objectifs. On a aussi une partie, on a parlé de compétences. Donc, c'est évidemment d'amener des nouvelles compétences pour nos employés et d'améliorer évidemment toute la partie efficience, rendement, amélioration des lignes de production. Donc ça, c'était un peu les différents objectifs de pourquoi on veut commencer à embrasser cette transformation digitale. Et donc, en fonction de ces objectifs, et évidemment en tenant compte des différents business qui sont à l'intérieur de Takeda Lessines, il y a vraiment 4 grands piliers qui sont en cours, puisqu'au final, c'est vraiment une transformation, donc ça ne se fait pas du jour au lendemain, mais qui sont en cours de déploiement. Donc, on a une partie qu'on a appelée la workforce du futur. Donc, c'est encore une fois toute la partie compétences de nos employés, comment on peut améliorer la compétence de nos employés en utilisant et grâce à ces nouvelles technologies. On a toute la partie qu'on a appelée Artificial Intelligence, où là, l'idée est vraiment d'utiliser ce type d'outils pour deux choses.
la première, c'est de pouvoir détecter en temps automatiquement et en temps réel des défauts produits pendant le process de manufacturing. Parce qu'on sait tous que voilà, un défaut capturé le plus proche de là où il est créé coûte moins cher qu'un défaut qui est détecté beaucoup plus loin dans la chaîne de production. Donc, on a une partie de cette AI transformation qui est vraiment sur cette partie-là. Et après, on a toute une partie qui est plus liée à la partie monitoring du process et ajustement du process pour assurer, encore une fois, une efficience, on va dire, optimale des différents procédés pharmaceutiques utilisés. On a déjà un peu parlé de robots et de cobots. On a ajouté à cette partie-là la partie RPA, qui est Robotic Process Automation. Donc ça, ce sont des robots, mais on va dire des bots au niveau de l'ordinateur qui, au final, font des activités à la place des employés. Donc si par exemple, vous devez remplir des fichiers, puis copier-coller certaines cellules ou aller dans certaines applications et toujours aller chercher les mêmes informations, les RPA peuvent donc faire ça à votre place et vous, à la fin, au début de la journée, vous recueillez déjà ces informations pour pouvoir alors du coup travailler sur des tâches vraiment à valeur ajoutée. Donc on a inclus aussi cette partie RPA dans cette partie robot-cobo. Évidemment la robotique, où là on est vraiment au cœur de ce que l'on fait actuellement. Donc on a des lignes d'emballage qui sont assez manuelles, donc semi-automatiques. Et donc là, l'idée, c'est vraiment de construire une nouvelle équipe autour de la robotique pour améliorer nos lignes d'emballage. Et donc, suite aux factories du futur et aux différents audits et discussions qu'on a eu avec les différents experts, on s'est allié avec le pôle Mécatech, justement pour faire une étude approfondie de ce département et de la robotisation que l'on peut potentiellement utiliser pour améliorer ces lignes d'emballage. Donc voilà, pour faire aussi le lien avec le FOF et avec les différents pôles de la région. Et finalement, on en a aussi déjà abordé brièvement, c'est la partie Extended Reality, donc la réalité augmentée, la réalité virtuelle. Et on a aussi inclus dans cette partie-là toute la partie 3D, photogrammétrie, scanning des environnements pour faire des modèles 3D, ce genre de choses. Donc là, l'idée, c'est d'utiliser ce type de technologie pour former nos opérateurs en dehors des lignes et ou les assister pendant des opérations critiques, donc en utilisant soit de la réalité virtuelle ou la réalité augmentée. Et le scan, le 3D, c'est pour commencer à créer, on a déjà parlé un petit peu des jumeaux numériques, donc c'est pour commencer à créer la première layer de ces jumeaux numériques pour avoir, on va dire, des modèles 3D qui sont représentatifs des lignes de production. Donc ça va être la première layer. Et puis, il va falloir rajouter vraiment ce qui est nécessaire pour transformer simplement ces modèles-là en jumeaux numériques. Donc, on parlait d'IoT tantôt. Donc ça, c'est un autre exemple, ou la réalité augmentée. Donc ça, c'est vraiment les quatre topics un peu en introduction voilà, en fonction de la vision de Takeda Lessing, des buts de Takeda Lessing et de chaque département qui compose Takeda Lessing, on a vraiment réfléchi vers quoi on doit commencer à se focaliser en priorité. Donc on a décidé de se focaliser sur ces quatre parties. Et dans la suite de la présentation, je vais un petit peu revenir sur chacune de ces parties. Donc la plus importante, c'est la partie compétences des employés et comment on peut être prêt justement pour le futur. Alors, on a un peu utilisé pour cette partie-là ce qui existait un peu dans la littérature, donc Deloitte, McKinsey ou autres, a déjà, on va dire, préparé un peu le terrain en notant justement quels sont un peu les rôles de cette transformation digitale. Et n'étant pas moi-même satisfait à 100% de cette littérature-là, on a creusé un petit peu en fonction des éléments que j'ai mentionnés au-dessus. Et donc, on a créé, on va dire, notre liste de rôles de transformation digitale qui seront nécessaires à Takeda Lessing pour justement nous accompagner dans les prochaines années.
Et après, vous voyez dans la troisième colonne, décision, qui en fait, c'est là où on a décidé, ben voilà, est-ce que cette compétence, est-ce que ce rôle-là, est-ce qu'on va l'internaliser, donc soit via l'augmentation de compétences de certaines personnes ou via le recrutement, ou alors est-ce qu'on va simplement emprunter cette connaissance-là via des fournisseurs, via des parties tierces. Donc ça, c'est un petit peu un premier exercice que l'on a fait pour, encore une fois, savoir où doit-on mettre la priorité en termes d'amélioration des compétences de nos employés. Donc, je vais donner un exemple. Par exemple, la partie réalité virtuelle, c'est quelque chose que l'on externalise à 100%, tout simplement parce que on n'a pas d'équipe déjà de réalité virtuelle et parce que ça demande des compétences tellement larges que ce n'est pas forcément notre business de faire cela. Donc ça, on a complètement externalisé cette partie-là. Par contre, si je prends par exemple toute la partie AI Expert ou Data Scientist, là, c'est un petit peu un mix des deux. Donc, c'est quelque chose où on va attirer de nouveaux talents ou faire croître des talents existants, mais on va quand même être supporté, on va dire, par différents fournisseurs externes. Voilà, c'est un petit peu un premier portrait. Alors, malheureusement, je n'ai pas beaucoup de temps, donc je ne peux pas rentrer beaucoup plus dans les détails, mais il faut savoir qu'on ne s'est pas arrêté là, puisqu'on a créé une matrice pour chaque rôle et pour chaque business et chaque team de business. On a créé une matrice de compétences sur, par exemple, en qualité, il y a plus un intérêt d'avoir des RPA et data analysts, alors qu'au niveau des process experts, il y a plus intérêt à avoir des data scientists, par exemple, ou des personnes qui sont expertes en simulation. Donc, on a créé aussi cette matrice de compétences par département et même par sous-équipe au sein des départements. Donc voilà, ça c'était une première information. L'intelligence artificielle, juste parce que je regarde le temps. Donc pour l'intelligence artificielle, là aussi, on a toute une partie où on a avancé avec pas mal au niveau de toute la partie disponibilité des données, contextualisation des données. On avait déjà partagé pas mal dans le passé sur cette partie de monitoring en temps réel des procédés pharmaceutiques. Donc, ce n'est pas forcément quelque chose que j'ai voulu remettre en avant dans cette présentation, parce que on va dire que c'est un acquis pour Takeda Lessing. Et donc, je voulais prendre peut-être le nouveau bout de cette transformation, qui est la partie AI, mais pour la partie détection des défauts. Et donc, il faut savoir que pour l'instant, on a créé il y a plus ou moins 2 ans une équipe de data scientists pour justement utiliser au mieux les données de production. Et un des premiers proof of concept que l'on a réalisé, c'est de pouvoir détecter avec l'intelligence artificielle des défauts au niveau de nos flacons et plus particulièrement au niveau des bouchons. Et donc, je montre ça parce que ça a été vraiment le premier cas concret au sein de Takeda, même global, et c'est surtout le cas concret qui a permis vraiment de commencer à mettre le focus sur cette intelligence artificielle et de se dire, en fait, l'intelligence artificielle, c'est pas quelque chose forcément, il n'y a que les grands tech companies qui peuvent réaliser ce genre de projet. Et donc, on a commencé très petit avec vraiment un premier POC qui a été fait même au laboratoire et pas en zone de production. Mais on a pu démontrer l'intérêt de ce type d'algorithme. Et surtout, on a aussi inclus la partie qualité pour pouvoir se dire aussi quelle est la partie de la photo ou de l'image qui est prise, qui est utilisée pour faire la classification. Et donc, ça a permis aussi de discuter pas mal avec nos partenaires qualité, puisque pour les biotech et le monde pharma, la partie régulatoire et qualité est quelque chose de non négociable. Et donc, il est nécessaire pour ce genre de nouvelles technologies aussi de les avoir avec nous et qu'ils comprennent un petit peu les tenants et les aboutissants des différentes nouvelles technologies que l'on va introduire au sein de Takeda Lessing. Ensuite, RPA, je l'ai mentionné,
Donc, je vais très vite passer ici. Donc, le RPA, c'est vraiment ici utilisé pour vraiment éliminer le plus possible les tâches vraiment à même valeur ajoutée. Donc, par exemple, si vous voulez extraire des centaines de fichiers, par exemple, d'une plateforme, ou si vous voulez générer, par exemple, des graphiques, mais c'est toujours les mêmes. Et donc, il y a moyen d'automatiser ce genre de petites tâches qui, l'air de rien, mis bout à bout, prennent pas mal de temps. Et donc, on a toute une communauté qui commence à se développer au sein de Takeda et particulièrement cette Takeda Lessing pour justement monter en compétence au niveau de la création de ces RPA et de faire des choses de plus en plus complexes. Mais honnêtement, déjà avec le niveau fondamental, on va dire, on peut faire déjà pas mal de miracles et éliminer pas mal de tâches vraiment à valeur non ajoutée. Robotique au niveau du packaging. Donc, on a créé, on va dire, vraiment une équipe autour de comment on peut améliorer notre packaging. Et la partie robotique et cobots fait vraiment partie des éléments que l'on est en train d'investiguer énormément, avec l'aide de Mecatech, avec l'aide, on va dire, de nouveaux profils que l'on va commencer à attirer, parce que on se rend compte que voilà, engineering et engineering spécialisé en robotique, c'est pas vraiment la même chose. Et donc, il y a vraiment des compétences vraiment spécialisées pour cette partie de robotique, et notamment pour la partie installation, test, validation et mise en route que l'on n'a pas. Et donc, c'est pour ça qu'on essaye de s'aider avec notamment, par exemple, Mecatech, pour justement commencer à déployer ce genre de solution au sein des lignes d'emballage. Et alors, je pense que pour la fin, donc j'ai pris la réalité augmentée. Donc, je vous avais parlé de la réalité virtuelle. Donc là aussi, ça fait déjà quand même pas mal de temps que l'on a ces modules de réalité virtuelle pour l'entraînement de nos opérateurs pour des tâches qui sont effectuées en zone aseptique. Ça, c'est quelque chose qui est assez connu. Par contre, ce que l'on a démarré il y a un an et qu'on continue à déployer toujours au sein de nos équipes d'emballage, c'est la réalité augmentée, avec notamment les HoloLens, qui sont des lunettes de réalité augmentée de Microsoft. Et là, l'idée, c'est d'utiliser, de remplacer les procédures de réglage de machines par des applications de réalité augmentée. Donc, il faut savoir que ces procédures-là, il y a vraiment beaucoup de réglages et beaucoup de configuration de recettes possibles. Et donc, c'est très facile avec un papier, un simple tableau, on va dire, soit de sauter une ligne, une colonne. On a tous eu un fichier Excel, on va dire, trop grand et on a toujours eu l'expérience de rater une ligne ou une colonne. Et donc, c'est la même chose ici, mais du coup, ça crée des arrêts ou ça crée des perturbations pour la production. Et donc, on est en train de remplacer toutes ces procédures papier pour les équipements critiques au sein du département d'emballage. Et on est en train de faire donc le scale-up de ça pour l'ensemble des lignes restantes. Voilà, il y a une vidéo, je ne sais pas si on peut la... Vu le temps qui reste, il est 51. Si vous partagez le slide deck ou quoi, le lien est dans la vidéo quoi ici. C'est une vidéo qui prend combien de temps, Michael? C'est 4 minutes, je pense. Donc, je pense que tu peux regarder. Hein. Ah, ok, d'accord. Oui, je pense. Je vais démarrer. On a dû prendre les 4 minutes. Et on voit que la fibre optique est nécessaire à ce niveau. Par contre, on n'a pas le son sur la vidéo, en tout cas pas moi. Non, pas de son, je confirme. Pardon? On n'a pas le son de la vidéo. Ah, c'est parce qu'à mon avis, en partageant, j'ai pas partagé le...
j'ai pas partagé le son. Non, en tout cas, le lien est dans la vidéo, dans la présentation, à mon avis, parce qu'en partageant, j'ai pas partagé mon audio. Donc, ça doit être pour ça. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais une tentative de partager avec le son ou bien on se contente de... Ah oui, je peux faire ça tout de suite. Bah, je pense, hein, on a encore un peu de temps, donc si... Dites-moi si vous entendez. Oui, ça marche. Le but de la région wallonne est de mobiliser, mais aussi de reconnaître des entreprises manufacturières qui ont rencontré à travers leurs projets ces objectifs de transformation technologique, de transformation numérique de pointe. Elles ne sont pas seules pour réaliser ces objectifs puisqu'elles peuvent compter sur le soutien à la fois des pôles de compétitivité, des fédérations sectorielles, centres de compétences, de l'agence du numérique ou bien encore de nos outils financiers. Tous ces intervenants, rassemblés en un consortium Industrie du futur, ont pour but à la fois d'abord d'informer, de sensibiliser et d'accompagner nos 2300 entreprises manufacturières de manière à ce qu'elles soient pleinement préparées pour rencontrer ces défis de l'industrie 4.0. On le sait, la compétitivité de nos entreprises passe par ces transformations, par cette numérisation de leurs processus internes, que ce soit d'organisation ou de production. C'est vraiment tout ce travail de soutien que nous voulons pouvoir souligner, mais aussi développer dans le futur. Takeda Lessine est une société biotech. Sur le sol belge, on fait partie des 10 plus grandes sociétés biopharma. On est environ 1200 collaborateurs ici sur le site. On fait des produits pour des patients atteints de maladies rares et on sauve la vie d'environ 250 000 de patients chaque année. L'un des principes directeurs de Takeda Lessine est de poursuivre sa croissance de manière durable en investissant dans la digitalisation et une organisation agile. De nombreuses nouvelles technologies vont donc faire leur apparition dans l'usine. La réalité virtuelle permet de former nos opérateurs des zones aseptiques dans un monde virtuel, mais représentatif de nos lignes de production. Cela a deux avantages. Premièrement, c'est de permettre aux opérateurs de tester et de commettre des erreurs sans aucune conséquence, et aussi d'améliorer notre capacité totale de production. La réalité augmentée ajoute au monde réel du contenu numérique comme des hologrammes, des objets en 3 dimensions, des fichiers digitalisés comme des procédures. Donc au quotidien, cela aide les opérateurs au suivi en temps réel du bon déroulement des procédures ou encore de permettre d'améliorer l'interaction entre les différents collègues et les différents départements. L'entreprise a élaboré un plan stratégique visant à réduire son empreinte écologique. Il comprend des actions sur le transport durable, l'énergie verte, la biodiversité et la production écologique. On a comme objectif d'être zéro en émissions CO2 pour 2030. Et pour ça, on va investir dans plusieurs technologies. Tout d'abord, on a implémenté 8000 panneaux solaires ici récemment sur le site de Lessine, mais on regarde également à l'implémentation d'éoliennes et de la géothermie. Ça, c'est l'aspect CO2, mais ce qu'on oublie souvent, c'est aussi l'aspect eau, éviter le gaspillage d'eau. Ici à Lessine, on a implémenté un système qui va récupérer 90% de nos eaux utilisées, soit l'équivalent de 600 millions de litres d'eau par an. Takeda attache une grande importance au bien-être au travail. Pour cela, les employés sont étroitement impliqués dans les projets d'innovation. C'est pour ça qu'on a créé un board qui est vraiment composé des gens du terrain qui vont nous donner des idées, qu'est-ce qui est important pour eux, pour leur bien-être. Entre autres, ils ont créé un Innovation Space, donc un endroit où ils vont se mettre tous ensemble pour discuter de différents points, comme l'écologie, comme la durabilité, comme la digitalisation, le bien-être. Et ça, toutes ces idées qui viennent du terrain, c'est là qu'est l'importance et c'est ça qui va rendre un endroit qui est agréable pour les gens. Voilà. Eh bien, merci, parce que je pense que cette petite vidéo, c'était une belle conclusion, parce que ça résume bien la démarche et ça la place dans un cadre plus large, comme toi tu viens de l'expliquer, comme Geoffrey Pot vient de l'expliquer également. Donc,
Voilà, très bien. Donc, je ne sais pas si tu as un petit mot de la fin à nous donner avant que je ne passe sur la conclusion, quelques mots de conclusion. Michael, tu as fini? Alors, j'ai fini ma présentation et le seul conseil, c'est vraiment de s'entourer, de collaborer, que ce soit avec des centres d'excellence, que ce soit avec d'autres entreprises, des partenaires belges, si possible, ou étrangers, si pas. Parce que, voilà, ensemble, on est toujours plus malin, on est meilleur ensemble. Donc, pas hésiter à s'ouvrir. Oui, et ce que je trouvais intéressant aussi dans la fin de l'intervention de Geoffrey Pott, c'est de dire aussi que non seulement il y a l'extérieur, mais il y a également l'intérieur, toutes les suggestions qui peuvent venir de l'intérieur des équipes. Et donc avec cette Innovation Space Center, non pas Center, je ne sais plus quel terme il a utilisé exactement, mais vraiment la collecte des informations venant des gens du terrain, les besoins, et notamment en termes de digitalisation, comment on peut tenter de répondre à ces besoins qui sont tout à fait concrets. Et donc, ça, c'est aussi un petit peu l'idée qu'il y a derrière le projet Bioman. En tout cas, merci pour ton intervention. Super. Merci à vous. Donc, ce que je vais peut-être faire, c'est une petite conclusion, puisqu'il nous reste encore dans le temps imparti, en tout cas 2 minutes. Je ne sais pas si on va se faire couper automatiquement. Parfois, ça arrive. Hein. Je n'ai pas une maîtrise parfaite de ce genre de choses. Donc, peut-être qu'on va se faire couper après le temps imparti. Mais donc, en termes de conclusion, je voulais juste vous parler de ce qui va se passer au-delà de ce kick-off. Donc, on a bien compris qu'il y a 3 grands axes au projet. C'est sensibiliser, diagnostiquer et accompagner les entreprises. Alors, je vais quand même rappeler qu'il y a 2 choses importantes. C'est que pour les entreprises biomanufacturières, ce projet, c'est une opportunité. Hein. C'est un diagnostic digital et un plan d'action qui sont offerts avec l'aide d'experts. Donc, effectivement, comme je vous l'ai dit, aux différentes étapes, au point de départ, 30 entreprises sensibilisées, 10 diagnostiquées, 4 accompagnées. Donc, manifestez-vous auprès de nous et on verra en fonction des manifestations d'intérêt comment on peut gérer les demandes, si on peut les gérer toutes ou bien si au contraire on doit, dans l'équipe Bioman, effectuer une certaine sélection et voir s'il y a d'autres manières de financer ce type de démarche. Mais alors pour les entreprises qui sont plus équipements, prestataires de services, etc., c'est une opportunité évidemment de contact et d'intégration à l'opérationnalisation de ces plans d'action. Donc je pense qu'il y en a pour tout le monde dans ce projet, hein, pour ceux qui ont des besoins et pour ceux qui offrent des solutions. Et donc, par rapport à cette session, les participants recevront après ceci une invitation à manifester leur intérêt pour l'initiative Bioman. Donc ici, vous avez eu le topo général. Après ça, on va vous demander si vous êtes intéressé d'être impliqué dans l'initiative, en tout cas, continuer à être informé de l'initiative. Ça va nous permettre d'évaluer d'une part l'intérêt du projet dans l'écosystème. Ça va nous permettre également de constituer une banque de données de la communauté Bioman pour des news et des interactions ciblées. On va également vous solliciter pour collecter des suggestions thématiques de sensibilisation. Ça rejoint un petit peu ce qu'on disait là par rapport à Takeda et aux besoins qui remontent du terrain, de manière à ne pas vous offrir des sessions thématiques sur des thèmes qui ne vous intéresseraient pas ou qui ne correspondent pas aux réels besoins du terrain. Et répondre également à l'invitation qu'on va vous envoyer, ça permettra d'entrer facilement en communication avec les candidats au diagnostic et à l'accompagnement. Donc voilà, c'est un peu ce que je voulais vous dire en guise de conclusion. Alors, je ne sais pas le temps qu'il nous reste, il est 10h pile, ça c'est incroyable. Je ne sais pas si on a éventuellement le temps pour quelques questions, mais je pense que le plus simple, c'est si les personnes sont intéressées par le projet, c'est de nous contacter directement, hein, que ce soit par moi ou directement Paul ou directement SNCL, l'agence du numérique. En tout cas, on est là pour répondre à vos questions et pour mettre en musique ce projet qui, j'espère, va susciter votre intérêt. Pas de questions urgentes? Ok, dans ce cas-là, je vous remercie tous pour votre participation. Nous étions quand même une cinquantaine, donc voilà, je suis content de l'intérêt que ça a suscité. Et je vous dis, je l'espère, à bientôt. Bonne journée, bonne semaine. Au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Merci.